Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séquence de marché compliquée qui justifie plus que jamais le plan de trading, comme chaque lundi à 12h30 avec les équipes de Bourse Direct. Romain Dobry sera avec nous dans un instant. Des marchés qui baissent encore, assez nettement d'ailleurs en Europe à mi-séance. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen, des marchés européens qui rattrape d'une certaine manière la forte baisse de Wall Street vendredi, avec une baisse de plus de 2,5% pour le Nasdaq, notamment le Nasdaq qui a déjà corrigé de près de 15% par rapport à son sommet de fin novembre. On a des corrections encore plus importantes sur des segments de marché encore plus spéculatifs que le Nasdaq. Je pense bien sûr au compartiment des crypto-actifs, avec une baisse qui se poursuit encore aujourd'hui, notamment sur le Bitcoin, l'emblème justement de ces crypto-monnaies, avec un Bitcoin qui est désormais sous les 34 000 $. Voilà pour l'ambiance de marché, une ambiance compliquée donc en cette fin de mois de janvier, au démarrage d'une semaine qui s'annonce intense en termes d'actualité. Parmi les sujets durs qu'il faudra traiter ces prochains jours pour les investisseurs, la réunion de la Fed évidemment qui commencera demain avec une communication attendue mercredi soir. On est sans doute en train de passer des paroles aux actes en matière de politique monétaire aux États-Unis, et puis des chiffres durs également sur la dynamique d'activité au 4e trimestre pour certains grands pays, à commencer par les États-Unis. On aura donc les premières estimations de PIB T4 pour les États-Unis ce jeudi, et puis pour quelques pays de la zone euro, dont la France et l'Allemagne, ce vendredi. Voilà pour les éléments macroéconomiques et les éléments en matière de politique monétaire. On suivra bien sûr tout ce qui tourne autour de la politique et de la géopolitique, avec le début aujourd'hui de l'élection présidentielle en Italie, l'élection qui peut s'étaler dans le temps sur plusieurs jours et qui pourrait porter Mario Draghi d'un fauteuil de président à l'autre. Mario Draghi qui pourrait passer du fauteuil de président du Conseil, Premier ministre italien, au fauteuil de président de la République en Italie. Le marché sera attentif à cette situation, et puis le marché sera très attentif également dans l'immédiat à la situation de tension géopolitique entre la Russie et l'Occident, avec la question ukrainienne évidemment qui est au cœur du sujet à ce stade. Enfin, une semaine qui va marquer le coup d'envoi des grands résultats d'entreprises. On a déjà eu quelques entreprises qui nous ont mis en appétit ces derniers jours, mais on aura du lourd cette semaine avec notamment Microsoft qui publiera demain soir ses résultats à New York, et puis la journée de jeudi qui sera une journée importante également avec des résultats attendus d'Apple après la clôture jeudi soir, ou encore de LVMH, la première capitalisation boursière européenne. Un début de semaine compliqué donc sur les marchés, les éléments clés à mi-séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen. L'indice parisien s'érode sous l'effet de dégagement sur les valeurs de croissance, dont celle du luxe et de la technologie. Peu d'initiatives aussi en cette veille de réunion du comité de politique monétaire de la Fed, sans compter la vague de publications d'entreprises en Europe et aux États-Unis. Et puis les tensions entre la Russie et l'Ukraine préoccupent toujours. Le département d'État a appelé les Américains à quitter immédiatement l'Ukraine, alors que Moscou concentre de plus en plus de soldats à la frontière entre les deux pays. Sur le plan macroéconomique, dans la zone euro, au mois de janvier, la croissance de l'activité a ralenti dans le secteur privé, amoché par les conséquences de la rapide propagation du variant Omicron. L'indice PMI Flash Composite, qui mesure l'activité globale dans la zone euro, s'est replié à 52,4 ce mois-ci contre 53,3 en décembre, soit un plus bas de 11 mois. Dans le secteur des services, l'indice a reculé à 51,2 en janvier contre 53,1 en décembre. On remarque cependant que d'après l'enquête d'IHS Markit réalisée auprès des directeurs d'achat, l'atténuation des tensions d'approvisionnement a fait rebondir l'activité dans le secteur manufacturier. L'indice PMI Flash de l'industrie manufacturière s'est redressé à 59 ce mois-ci contre 58 en décembre. Plus globalement, l'agenda macroéconomique de la semaine s'annonce chargé, avec les premières estimations du PIB du 4e trimestre en Europe et aux États-Unis, mais aussi l'indice PCE des dépenses des ménages américains.
À New York, la semaine dernière marque la pire que le Nasdaq ait connue depuis mars 2020, avec une baisse de 7,6%. L'indice est désormais perdant de plus de 14% depuis son record de novembre. Côté publication d'entreprises, enfin, on relève qu'aux États-Unis, les premiers résultats ont été pour le moins mitigés, plus spécifiquement dans le secteur bancaire. On retient aussi le pessimisme de Netflix sur ses prévisions d'abonnement. Cette semaine, environ un tiers des sociétés du S&P 500 s'apprêtent à publier leurs résultats trimestriels, dont les 2 premières capitalisations américaines, Apple et Microsoft. Il y aura aussi Tesla ou encore Boeing et Caterpillar. Alix Nguyen avec nous à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart tous les jours. État des lieux des marchés et enjeux techniques pour les jours à venir, c'est l'objet du plan de trading chaque lundi à 12h30 dans Smart Bourse sur Bismart avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobry bien sûr à mes côtés en plateau. Bonjour Romain, bonjour, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Effectivement, on discutait de la situation de marché déjà vendredi avec vous à l'occasion de l'échéance mensuelle, l'expiration du futur CAC janvier. On est donc sur le futur CAC février désormais. La situation reste compliquée en ce début de semaine, Romain, avec des alertes de court terme qui sont rompus sur la plupart des indices, on peut le dire. Tous les indices majeurs. Voilà. Oui, effectivement, une situation de distribution, une grande phase de distribution qui semble s'être mise en place depuis l'été, avec des hausses, des nouveaux points hauts sur les indices, oui, mais des divergences qu'on signalait, de divergences d'intérêt, et puis de la complaisance du côté des options aussi, qui était importante, qui indiquait que en haut de marché, les opérateurs étaient moins couverts. C'est souvent un signal de risque, un signal comportemental de risque. Il se matérialise là aujourd'hui. Il se matérialise de façon très canalisée encore, avec pas de sell-off, une agressivité qui est assez limitée, et des mouvements qui restent techniques à ce stade pour l'instant, avec en plus du côté justement des marchés dérivés, alors un intérêt qui est un tout petit peu gonflé d'une échéance à l'autre. On avait entamé l'échéance du mois de décembre à 6926 points et on entame celle du mois de janvier, pardon, on avait entamé celle du mois de janvier à 6926 points, celle du mois de février on l'entame à 7063 points, on est un peu plus haut et il y a 25 000 contrats futurs de plus, c'est-à-dire 10% d'augmentation de la position ouverte. C'est bien en dessous de la moyenne antérieure qui est aux alentours de 360 000 contrats sur les 5 dernières années. Donc, il y avait une prudence de la part des opérateurs qui sortaient doucement du marché. C'était spéculatif et ça se traduit donc avec cette baisse. En revanche, les opérateurs entament le mois de février, paradoxalement, plus couverts, plus protégés. En fait, il y a plus d'options de vente, c'est surtout qu'il y a très peu d'options d'achat. Donc, une prudence, du retrait et probablement des intentions d'intervenir en retrait dans un marché dont on avait indiqué des signaux de retournement possibles, des signaux graphiques avec notamment une figure en vague de Wolf qu'on va pouvoir observer et un mouvement qui se passe alors avec des valeurs qui avaient croissance, qui avaient beaucoup performé, qui avaient besoin de consolider un peu, et puis un rebond de début d'année sur des valeurs dites value, qui elles ont accéléré un peu vite et un peu brutalement, et qui ont besoin de construire des figures un peu plus propres, un peu plus nettes, un peu plus solides, peut-être pour repartir. Pour l'instant, moi j'y vois juste un premier mouvement dans une vague de consolidation plus globale, un marché qui reste risqué, un marché de stock picking, mais quelque chose d'assez canalisé à ce stade. Si on prend les enjeux techniques, alors pour un indice qui a déjà bien avancé dans sa correction, c'est le Nasdaq, qui alors perd 10% depuis le début de l'année, qui a perdu 14% je crois par rapport à son précédent sommet de fin novembre, juste avant l'apparition du variant Omicron dans le radar des investisseurs. 14% de correction sur le Nasdaq. La question c'est de savoir est-ce qu'on va chercher 20% de baisse, ce qui nous mettra en bear market, ou est-ce que 14% c'est déjà bien payé par rapport à la situation et l'environnement qu'on connaît. Que disent les graphiques et les enjeux techniques justement autour du Nasdaq, Romain? Qu'on flirte avec des alertes de moyen terme, que les futurs sont en train d'aller tester. C'est pas une très bonne configuration. On a la possibilité d'accélérer un peu à la baisse, effectivement, encore à la rupture donc de ces niveaux que j'ai pas sous les yeux à l'instant, mais qui sont situés à 14 000, aux alentours de 14 500 points, 14 450 points, qu'on est en train de tester là ce matin en futur. Le risque, c'est d'aller chercher, donc après avoir vécu dans un premier trading range 1, d'avoir rompu et d'être allé chercher en une semaine la borne basse du deuxième, 14 450, 14 550,
importante. Et puis le risque, c'est d'aller chercher le troisième trading range et d'aller chercher des alertes de long terme cette fois-ci, qui effectivement nous amènerait à des baisses de l'ordre de 20% ou autour. On sait, c'est toujours intéressant. Alors, c'est pas fait pour l'instant. Il va falloir voir comment on accélère. On a des supports intermédiaires, une médiane à 13 390 points. On se souvient que la dernière fois qu'on a connu un mouvement de baisse de cette ampleur-là sur le Nasdaq, il me semble que c'était, alors je parle pas de la crise Covid, mais en temps de marché classique, si je puis dire, ça avait été en 2018. Et à peine on avait entendu le mot bear market et les 20%, le Protection Plunge Team était intervenu. C'était un 27 décembre et le marché était remonté. Donc il va être intéressant de voir comment se comportent les marchés, les gouvernements, même sur ces niveaux-là. Pour l'instant, on est effectivement dans une phase de correction marquée. On a rompu la tendance haussière. On teste l'alerte de moyen terme. Il va falloir voir si en clôture, on maintient ou pas ces niveaux-là. Le risque d'aller consolider, d'aller piocher un peu plus bas, il est possible effectivement compte tenu du contexte et de la structure. Encore une fois, ça reste assez canalisé pour l'instant, même si les amplitudes sont marquées, elles sont grandes. On aurait pu dézoomer un peu et voir que ce mouvement de consolidation, il est très très faible au regard des hausses qu'on a connues. À titre d'exemple et pour donner des proportions, depuis octobre 2020, on a eu 2 échéances de baisse sur les marchés dérivés, dont celle du mois de novembre, et donc 2 échéances de baisse uniquement sur une quinzaine d'échéances de marchés dérivés. Donc un marché qui n'a jamais consolidé. C'est normal qu'il le fasse, et donc c'est pas étonnant qu'il le fasse dans des proportions un peu plus marquées. Dans un environnement de marché où tout va beaucoup plus vite, et effectivement, donc ça impressionne. La vitesse d'efficience du marché est très très impressionnante de ce point de vue-là. Intéressant de noter que dans cette phase de correction alors du Nasdaq et des indices américains, l'Europe surperforme, les indices européens résistent beaucoup mieux. Très nettement. Que peut-on dire des enjeux techniques justement en Europe pour l'Eurostock 50, en l'occurrence? Si on regarde l'Eurostock 50, il a à peine consolidé. Il est en train d'évoluer toujours dans son canal haussier de moyen terme. Donc les alertes de moyen terme se situent sous 4034. On les a 4078, 4034. Et même s'il était dans cette zone 4078, 4174 ce matin, il baisse plus sérieusement. Mais c'est à peine un coup d'arrêt dans une tendance haussière de court terme. Il n'y a pas de mouvement méchant dans l'immédiat. Et donc effectivement, encore une fois, un mouvement canalisé, des potentielles accélérations baissières, donc en cas de rupture de cette zone-là, bien de la duplication du canal haussier pour aller chercher une zone située entre 3760 et 3857. C'est assez plausible compte tenu du mouvement qu'on a connu sur les autres indices, mais ça resterait assez modéré, mesuré. Encore une fois, on voit que l'indice évolue au sein d'un très large canal haussier de long terme qui est en violet, dont les bornes sont vraiment les extrêmes. J'ai essayé de donner plus d'informations sur un seul graphique, mais on voit que tout ça reste quand même assez canalisé. Un échec de sortie du canal haussier, et puis cette consolidation qui se met en place, mais vraiment de façon très très modérée par rapport aux autres indices. Si on dézoome et qu'on regarde le CAC 40 français, parisien à présent, Romain, et c'est très intéressant parce que c'est le scénario que vous développiez vendredi ici même à ce micro. L'idée qu'il faut prendre un peu de recul pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et remonter notamment à la période de la fin de l'été 2021. Et ce petit coup de tabac qu'on avait eu au mois d'août, il faut s'en souvenir, qui avait affecté notamment les valeurs du luxe à Paris sur le CAC 40. On en avait beaucoup parlé, ça avait animé la rentrée de Smart Bourse fin août, début septembre. Et vous dites, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est important de l'avoir en tête parce que ce qu'on vit là aujourd'hui, c'est peut-être la conséquence de ce qui s'est passé à la fin de cet été 2021. Oui, c'est dans la suite de ce qu'on a connu, à mon sens, à ce moment-là, le début d'une prise de bénéfices des grosses mains sur le marché, ce qu'on appelle une phase de distribution, où on rappelle que Kering avait perdu 20% en 3 séances dans des volumes qui étaient 3 fois supérieurs à la moyenne. Que des valeurs de cette ampleur-là baissent aussi vite sans nouvelles particulières, enfin, il y avait eu des annonces, mais qui justifient un tel mouvement, c'est qu'il se passe quelque chose et qu'il y a des grosses mains qui ont décidé de sortir. Alors on a connu des rebonds importants à l'intérieur du mouvement, mais ça donne cette idée de phase de distribution après une séquence de hausse qui a été colossale, et donc cette complaisance qu'on lit par ailleurs ensuite au fur et à mesure qui se met en place sur les autres marchés. Alors on a détecté et on avait évoqué ce scénario-là il y a une quinzaine de jours. C'est le scénario d'un mouvement baissier avec une structure de retournement qui peut être haussière ou baissière. En l'occurrence, elle est baissière. C'est la vague de Wolf qui a fait la fortune de son inventeur et qui est ce mouvement qu'on décrit en 5 vagues, dont la vague 4 vient s'arrêter au milieu entre la vague 1 et au milieu de la vague 1 à 2 et qui nous donne un objectif baissier assez précis en général qui est le bas
de l'oblique formé par les points 1 et les points 4. J'espère que vous les avez bien à l'écran. Et donc, ça nous donne un niveau vraiment intéressant qui est la borne haute du canal haussier de long terme actif depuis 2011 et qui est située aux alentours de, alors selon le moment, elle va le toucher entre 5500 et 5600 points, donc qui est le bas de ma flèche en tiret bleu. C'est vraiment un mouvement qui est assez important. On le mettait entre parenthèses tant que 7100 était préservé. 7100 est rompu, c'est notre alerte de court terme. On voit qu'on a accéléré assez rapidement pour aller tester des niveaux d'alerte proches maintenant de 6830. C'est un graphique hebdomadaire qui a été édité hier soir. Donc on n'a pas la baisse de ce matin, mais elle s'approche de cette zone de concentration d'options qui est vraiment intéressante. 7700, 7800 points, où on a pas mal d'options aussi qui pourraient être un moment d'arrêt dans ce mouvement de baisse, peut-être pour aller chercher un peu plus bas et donc aller chercher cette zone et cette vague de Wolf. Donc ça reste un mouvement assez canalisé, ça reste la borne haute d'un canal haussier qu'on a débordé, qu'on irait chercher, et une cible qui donne un mouvement de baisse qui reste somme toute modérée, et de l'ordre d'une dizaine de pourcents en tout sur l'indice parisien, ce qui n'est pas démentiel compte tenu de l'accélération haussière qu'on a connue. Donc il y a effectivement cette phase de distribution. Alors, ça pourrait être, et c'est là où on fait des projections un peu plus lointaines, mais la première vague d'une phase de correction en A, B, C, la première vague étant la vague A, dans laquelle nous serions en ce moment, avec un rebond potentiel à venir, peut-être après cette phase de correction, pour former une vague B, une vague de rebond avec de l'intérêt à nouveau, et d'aller consolider sur des valeurs qui sont montées peut-être un peu vite, un peu brutalement. Je pense à des valeurs comme Thales, qui est très en retard, qui ont été recherchées en début d'année, mais qui sont montées un peu brutalement et qui n'ont pas construit des figures de retournement haussière assez solides et qui consolident ce matin, mais qui font partie des titres solides. On voit qu'il y a pas mal de titres au sein de l'indice parisien qui sont dans le rouge, dans le vert aujourd'hui, malgré la baisse qu'on connaît. Alors, il y a des annonces. Orange, il y a une nomination. Renault a un plan dans l'électrique, mais on voit qu'il y a de l'intérêt. C'est pas un sell-off global. On vend pas tout le marché. On fait de la discrimination. Et même les titres qui étaient en retard et qui baissent un peu aujourd'hui baisse moins que les autres, et la prise de bénéfice était assez légère. Il y a des choses techniques qui se passent dedans, mais il y a probablement encore de l'intérêt sur pas mal de titres, pas mal de valeurs et pas mal de secteurs. C'est pas une capitulation totale, c'est pas une panique générale, c'est une phase de distribution, c'est compliqué, il y a des grands écarts, mais vous dites qu'il y a encore des intérêts ciblés ici et là, et il y a matière à naviguer, tactiquement en tout cas, dans cette phase de marché. Probablement. On voit qu'il y a toujours cette volonté d'achat sur repli. Il y a du cash disponible. On sait que les gestions ont ouvert de nouveaux comptes. Ils s'attendaient à des points d'entrée. Ils ne vont pas se précipiter dans un marché à 7350 points en début d'année. Ils ont été chercher des poches en retard. Et là, on a une phase de baisse qui est en place. Il n'y a pas de signaux de retournement dans l'immédiat. Donc on attend, on regarde un petit peu. Et les techniciens et les chartistes sont tous derrière les écrans pour donner un peu des points d'entrée et des niveaux. Donc on les a identifiés. Sur les options, c'est très intéressant. Il y a cette zone 6007, 7008, 6008 qui est dense en option. Après, il n'y a pas grand-chose jusqu'à 6004, 6005. D'accord. Donc notre cible de Wolf est vraiment bien encadrée entre 6005 et 6007. Il y a de bonnes chances qu'on aille chercher cette baisse-là. En dessous de 6005, ce serait plus gênant parce que 6004, parce qu'il n'y a plus vraiment de position d'option, mais encore une fois, une position d'option assez light. Il y a 25 000 contrats d'options ouverts. D'habitude, on est en table mois avec 30-35 000 options. Donc, un marché qui se laisse le champ ouvert aussi. Sur le plus court terme, là, si on regarde le futur CAC février, désormais, pour les prochaines heures, les prochains jours, Romain, où se situent les enjeux ? Alors, c'était 952 le premier enjeu ce matin, on l'a enfoncé. On est allé chercher un niveau intermédiaire situé un peu au-delà de 6900 points. On retrouve notre zone 6828, 6862. C'est le haut de la borne où on est couvert en options. Et puis, il y a le canal haussier de moyen terme au sein duquel on évoluait. Donc, ça donnerait une zone 6571, 6600 points, qui pourrait être une zone cible et effectivement qui colle avec notre niveau de vague de Wolf. Il faudrait vraiment repasser, alors au-delà de 7010, bien sûr, pour neutraliser les choses. C'est vraiment au-delà de 7100 qu'il y aurait un coup d'arrêt dans la baisse. Pour réactiver une dynamique haussière, il faudrait passer 7240. On en est très loin dans l'immédiat. On note que c'est toute cette zone dans laquelle on est maintenant à la rupture de 7098 qui n'était pas étayée. On était monté sans soutien du côté des marchés dérivés. Ça donnait une zone de risque. On est dedans et on descend assez rapidement à l'intérieur. Un mot rapide pour finir, Romain. Le Brésil vous intéresse ? Pourquoi ? Oui, parce qu'on cherche des poches d'intérêt, des marchés qui surperforment. Et on avait parlé de l'Asie, de la Chine, qui offrent des sources d'intérêt. J'ai choisi le graphique du Bovespa, de l'indice brésilien, sous forme d'un panier de valeurs.
effectivement, il a rebondi sur un support 2 fois à 13,54. Il y a un potentiel de hausse à court terme de 3-4% pour aller chercher 16,28. Puis l'extension, soit aux alentours de 17-18. Pourquoi pas aller chercher le haut du range à 19,30. Il se passe quelque chose, ça se retourne vraiment sur cet indice-là. Donc il y a de l'intérêt. Il y a des poches d'intérêt encore sur certains marchés, sur certains indices, malgré ce qu'on constate chez nous en Europe aujourd'hui. Merci beaucoup Romain. Le plan de trading avec Bourse Direct chaque lundi à 12h30 dans Smart Bourse sur Bismart. Venons-en à quelques remarques, quelques éléments d'analyse sur les enjeux de la semaine sur les marchés avec des temps forts autour de la Réserve fédérale américaine, notamment. C'est John Plassard qui est avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie. Bonjour John, bienvenue. Merci beaucoup. Après tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit et un calendrier de la Fed qui a été considérablement bousculé depuis la dernière réunion du mois de décembre, est-ce que la réunion de cette semaine, qui commence demain jusqu'à mercredi, revêt déjà une importance particulière en ce début d'année, John? Bonjour Grégoire. Oui, non pas dans une action concrète de la Réserve fédérale américaine, parce qu'on n'attend pas, globalement, on n'attend pas du tout de hausse de taux lors de cette réunion, mais plutôt dans la confirmation qu'on pourrait commencer ce cycle de hausse de taux à partir de mars. Donc ça, c'est très important. Il faut rappeler, vous l'avez dit, qu'il n'y a pas très longtemps, eh bien, on était passé, on a eu un mois de novembre et un mois de décembre, on a eu des nouvelles très importantes de la part de la Fed. D'abord, le mot transitoire a été enlevé. Après, on a appris que l'assouplissement, le quantitative easing allait s'accélérer. Et puis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, les minutes de la Fed qui ont été publiées il y a 2 semaines nous ont concrètement appris que, eh bien, il va y avoir des hausses de taux et le bilan de la Fed, ça c'est très important, le bilan de la Fed va être dégonflé. Donc oui, on devrait avoir ces confirmations mercredi soir. Bon, on suivra ça, effectivement, avec déjà beaucoup de discours, beaucoup d'éléments, beaucoup de conversations entre le nouveau schéma de la Réserve fédérale américaine et les marchés qui impliquent beaucoup des mouvements, en tout cas, qu'on retrouve aujourd'hui, John. Dans les éléments peut-être un peu plus nouveaux, en tout cas, là, on voit bien une tension qui monte depuis plusieurs jours maintenant autour de l'Ukraine. Tension, bien sûr, qui implique la Russie d'un côté et les pays occidentaux, l'Europe et les États-Unis de l'autre. Le marché déteste ce genre de risque géopolitique extrême. Quelles sont les implications de ces tensions, d'une poursuite de l'escalade éventuelle, John, et sur quel type de marché est-ce qu'on va retrouver peut-être des éléments à surveiller en lien avec la situation entre la Russie et l'Ukraine? D'abord, il faut rappeler, si on parle du sujet de la Fed, que c'est important, parce que si vous prenez historiquement, eh bien, les banques centrales, lorsqu'elles se retrouvent face à une situation où vous avez des tensions géopolitiques et une hausse de l'inflation, ce qui est exactement le cas aujourd'hui, ça pose un peu problème. Parce que si vous avez des fortes tensions géopolitiques, ça peut impacter la croissance. Et donc, évidemment, la Fed, dans une phase potentielle de décroissance, verrait mal la hausse des taux. Alors, on n'en est pas encore là, parce que ça, c'est dans les prémices. On voit qu'il y a une hausse des tensions ici. Alors, on peut essayer de faire des comparaisons par rapport à ce qui s'est passé en 2014, lorsque vous avez eu l'invasion de la Crimée. Le problème dans cette situation-là, et on s'en souvient en 2014, c'est que vous aviez le prix du baril qui baissait. Là, c'est absolument le contraire. Et si on regarde les estimations concernant le prix du baril, ce qui est très très important, JP Morgan, par exemple, voit une potentielle contraction de la production de 2,3 millions de barils jour. Qu'est-ce que ça veut dire? On arriverait très rapidement, selon eux, à $150 le prix du baril. $150, qu'est-ce que c'est? C'est le double du dernier trimestre qu'on a eu en 2021. Donc évidemment, là, il y a un game changer. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Une inflation plus haute, qu'on le veuille ou non, on peut dire transitoire, pas transitoire, mais à $150, il y a ce fameux effet de second tour. Et puis, deuxièmement, un impact sur la croissance, parce qu'on sait qu'avec un baril si haut, c'est un impact sur la croissance. Et puis, les estimations, aujourd'hui, toujours JP Morgan, affirment que si on devait monter donc à ces niveaux, ça pourrait impacter la croissance mondiale de 0,9% sur 2022. Donc on voit que là c'est très important. Alors après, évidemment, sur la Russie, on voit une baisse du rouble qui est aujourd'hui évidente, une baisse du rendement des treasuries, et puis
évidemment, eh bien, ça alimente globalement la volatilité qu'on a sur les marchés. On en parlait déjà à la fin de l'année passée ensemble, Grégoire. Eh bien, évidemment, cette année est marquée par cette volatilité. Et ça, c'est important parce que les marchés n'aiment pas la volatilité. Alors, dire ici que rajouter des sanctions, je ne pense pas évidemment à une intervention armée, mais rajouter des sanctions sur la Russie, évidemment, ça n'a pas d'impact en propre sur l'évolution du S&P 500, mais c'est les interrogations et la volatilité qui ont des impacts sur le S&P 500. Bon. Cumul de sujets effectivement qui viennent s'ajouter donc aux questions de marché fondamentales ou traditionnelles autour des politiques monétaires, avec ce risque géopolitique qui sera surveillé évidemment. On regardera ce qui se passe du côté de l'Italie, si je fais un peu la liste des sujets qu'on va surveiller ces prochains jours, John, et puis bien sûr la question des résultats d'entreprise. Après la chute de 24% de Netflix sur sa publication vendredi, dans quel état d'esprit est-ce qu'on attend les résultats de Microsoft, Tesla et Apple cette semaine, John? C'est une très bonne question, parce que pour être très honnête, je ne connais pas un client ou quelqu'un qui n'a pas été surpris par la réaction sur Netflix. Donc là déjà, on a une chose. Et si vous regardez les résultats, ils ne sont pas si mauvais que ça, même si les prévisions sont un peu en deçà, mais ce n'est pas une catastrophe qui suggère une baisse de plus de 20%. Alors évidemment, le titre avait bien monté, évidemment, c'est un segment qui avait bien monté avec la technologie. Donc il faut faire un peu attention ici aux réactions qui sont extrêmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur les prochains résultats de l'entreprise? On voit que déjà, il y a une révision des bénéfices qui était plutôt à la hausse pour ces sociétés que vous venez de dire, que ce soit Microsoft, que ce soit Apple, que ce soit Amazon. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, ces entreprises avaient réussi face à l'inflation et même face à certains segments, notamment le fait qu'il y ait moins de puces, vous savez, les semi-conducteurs, eh bien, à rehausser leur prix sans que ça ait un impact sur leur marge pour certaines de ces entreprises. Donc, c'est très positif. Et puis, si on reprend Tesla, eh bien, Tesla, la semaine passée, nous a annoncé des ventes absolument records sur la Chine. Donc, globalement, si on regarde cette image, on se dit, pour une fois, eh bien, ces résultats pourraient être positifs et surtout positifs en bourse. Mais évidemment, vous venez de le dire, Netflix, la semaine passée, c'est la douche froide. Il suffit qu'il y ait un mot qui soit analysé de travers pour qu'on puisse avoir une consolidation là. Mais il faut rappeler ici, j'en suis persuadé, que ces valeurs de croissance ont toujours de la croissance. Et c'est important parce que si vous parlez d'une valeur de croissance qui arrive en fin de vie, en fin de cycle, voilà, soit. Mais ce n'est pas le cas pour ces entreprises-là. Donc c'est pour ça que les corrections qu'on a ou les consolidations qu'on a sur ce type de valeur, il faut essayer de les exploiter. Alors pas tout de suite, parce que quand on ne veut pas d'une valeur, si on ne veut pas de Netflix, on n'en veut pas. Mais il faudra voir, et c'est Wayne qui le suggérait, que Netflix, on est arrivé à leur niveau de pré-pandémie, niveau de cours de bourse, alors que fondamentalement, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et que, évidemment, c'est une société qui a eu plus de contenu, plus d'abonnés, etc., etc. Mais pourtant, le cours de bourse ne reflète pas ça. Bon. Pour l'instant, il y a des vents contraires et une psychologie de marché, effectivement, qui est plutôt défavorable à ces valeurs. Mais on verra sur le plan fondamental, effectivement, si les résultats de la semaine, on citait Microsoft, Tesla, Apple, on aura LVMH également. On avait déjà une bonne surprise avec les ventes de Richemont, maison mère de Cartier la semaine dernière. On verra si ces résultats permettent de remettre un petit peu l'église au milieu du village. Merci beaucoup, John. John Plassard, qui était avec nous par téléphone, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve en fin d'après-midi à 17h en direct sur Bismart.